Comment Mouna va faire si elle tombe enceinte d'un 5e enfant? Est-ce qu'elle va décider de l'échanger contre de l'argent, les gars? Est-ce qu'elle va devenir la mère porteuse de Kala? On n'a pas besoin de mari pour faire des enfants. Faites le deuil de la maternité, Dibor. Au point où on en est, c'est la solution. Apparemment, on n'a pas besoin d'un homme pour faire des enfants. Vous êtes d'accord ou pas? Dès le premier épisode, Kalistassi nous titille un peu. Elle appuie là où ça fait mal. On va parler des sujets sensibles avec cette nouvelle série Yai 2.0. Yai 2.0. Yai qui signifie maman. Donc maman 2.0, maman moderne. Ou bien ce que signifie être mère ou devenir mère dans notre société actuelle. J'aime beaucoup la phrase du début par Yumim Beng Dupuis. En gros, chaque histoire de maternité est une histoire d'amour qui ne fait pas que du bien. Elle peut aussi être une histoire remplie de larmes et de peine, mais elle est avant tout une histoire d'amour. Une très belle phrase qui décrit parfaitement les premières et les dernières scènes de ce premier épisode. On constate qu'il y a beaucoup de larmes, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance de la part de ces femmes. Et d'ailleurs, il n'y a absolument aucun dialogue pendant 4 bonnes minutes, les gars. Pendant tout le début de l'épisode, personne ne parle. C'est assez rare, c'est très rare de regarder une série comme ça et pendant 4 bonnes minutes, personne ne parle. On n'entendait que des cris, que des pleurs, que de la douleur. Les seules paroles qu'on a eues venaient d'une sage-femme qui disait masse, masse. Et encore, dans ce contexte-là, ce masse qui veut dire sorry, genre ça va aller, je compatis, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Dans ce contexte, ce masse peut être considéré comme un son aussi, un fond sonore pendant la douleur que ces femmes sont en train de subir, quoi. C'est possible que tu n'aies même pas remarqué l'absence de dialogue pendant cette scène parce que tu étais tellement concentré sur les émotions des femmes. Ces femmes ressentent de la douleur extrême, d'une manière ou d'une autre. On a la douleur des contractions, la douleur de l'accouchement, la douleur de l'incertitude aussi, le doute. On a aussi la douleur de l'inquiétude, comme ce que ressentait cette femme qui est en train de somnoler, rester éveillée tard dans le soir comme ça en attendant que sa fille, son adolescente, rentre à la maison. On a également le malheur qui est représenté pendant les débuts de cet épisode. C'était juste avant le générique, lorsque le verre de Dibor lui échappe et se brise. Le verre brisé, on en a parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, ça ne présage jamais rien de bon. Dans ce cas, il peut signifier plusieurs choses. Le malheur, la déception ou encore une relation brisée, quoi. Donc, beaucoup de sentiments négatifs pour commencer. Même si le désir d'avoir un enfant est motivé par de l'amour, est-ce que ça veut dire que de nos jours, devenir ou être maman est synonyme de malheur, de souffrance, de douleur et de tristesse, toutes ces émotions négatives? Une chose est sûre en tout cas, c'est que cette série promet d'être riche en émotions. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse du premier épisode de Yai 2.0. Dans cette vidéo, on va analyser le générique, on va analyser le jeu de Ludo qui était présent dans l'épisode, on parlera aussi des personnages qu'on nous a présentés, du rôle important que le personnel médical peut avoir dans nos vies et puis de la pression familiale également. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous parler de mon livre que certains connaissent déjà. Il s'agit d'un e-book pour initier les enfants à l'apprentissage de l'anglais et les accompagner dans la lecture. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter tout de suite par email pour vous choper une copie de ce livre, Choco the Traveling Bear. Il est au prix de 1€ symbolique. C'est un livre électronique qui est accompagné d'une version audio pour vraiment accompagner vos petits bouts de chou dans la lecture. On Thursday, I travel to Ivory Coast with my red bicycle. Le jeudi, je voyage en Côte d'Ivoire avec mon vélo rouge. Si vous êtes intéressé par ce que je porte, par cette super belle tenue, c'est une robe, un petit boubou bien transparent, bien léger, parfait pour l'été parce que ça y est là, il commence à faire chaud. N'hésitez pas à contacter Amikams Couture sur Instagram pendant mon séjour à Dakar. Elle m'a offert de magnifiques tenues que je porte en ce moment. Il y en a plein d'autres sur ma page Instagram, donc n'hésitez surtout pas à aller voir si ça vous intéresse, ok?
Commençons l'analyse de cet épisode par le commencement, c'est-à-dire le générique. J'aime beaucoup ce générique parce qu'il est rempli de plein de choses symboliques comme on aime. Donc, au premier abord, il a l'air très simple. Les 6 femmes nous sont présentées sur un fond bleu, le bleu de la confiance, le bleu qui rassure, le bleu qui a cette connotation féminine quand même, surtout dans le cinéma, parce que dans la société aujourd'hui, on associe le bleu aux garçons. Et ça peut aussi make sense par rapport à la série. On sait à quel point c'est une fierté dans les sociétés africaines de donner naissance à des garçons. Donc on verra bien si ce thème sera soulevé dans la série. En tout cas, cette couleur bleue rassurante peut aussi exprimer le contraire. Ça peut très bien exprimer le manque de confiance et la froideur. Et en disant ça, je pense à la série Emprise. La couleur bleue, c'était l'une des couleurs de Rama. Et on sait à quel point elle était archi froide par moment. La police choisie pour le titre est assez simple également, très claire, très straight to the point. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et j'adore le choix du rouge pour ce titre. Le rouge qui nous renvoie à l'amour, qui est vraiment le sentiment motivateur. C'est ce qui motive tous les personnages ou presque dans la série. Et puis le rouge qui renvoie au sang, au danger et à la douleur. Donc ça résume bien la complexité, cette complexité qu'il y a à devenir maman. Ça peut être le paradis et l'enfer aussi pour certaines femmes, quoi. Ce qui fait la particularité de ce générique, bien sûr, c'est vraiment cette scène-là où on voit les 2 personnages, Kala et Dibor, en train de sombrer dans le vide, dans un espèce de trou noir, quoi. Et on se doute que ce sera la conséquence de leurs actes. Ce désir de devenir maman aura clairement un impact négatif sur elles. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'on ne les pousse pas dans le vide. Elles se jettent par elles-mêmes. Elles tombent par elles-mêmes. Et ça symbolise la prise de risque, en fait, les gars. Le fait qu'elles seront prêtes à prendre tous les risques, à tout risquer pour devenir maman. Et elles seront tellement prêtes à tout que ça va entraîner leur perte. Tout ça me fait tellement penser au film Get Out qui est sorti en 2017. Il y avait cette fameuse scène-là de Sunken Place. C'était très psychologique, Et dans ce générique Yai 2.0, le fait de sombrer dans le vide comme ça symbolise la perte de contrôle, Une fois que Kala et Dibor se seront jetés dans le vide comme ça, auront pris ce risque, ce sera difficile de faire demi-tour. Et on constate que plus elle sombre, plus elle s'éloigne de ce bleu rassurant, plus elle s'éloigne de la lumière pour terminer dans l'obscurité. Donc ça ne présage rien de bon. Et lorsqu'elles sont en train de couler comme ça, surtout Dibor, on constate ce vide immense qu'il y a autour d'elles. Et ce vide démontre aussi à quel point l'absence d'enfants dans leur vie à ces 2 femmes laisse un grand vide, quoi. Continuons maintenant avec l'analyse du jeu de Ludo qui était très symbolique. Dès les premières minutes, il apparaît et on voit tout de suite ce dé qui est jeté à chaque fois. On part du numéro 6 au numéro 1, ce qui représente les 6 femmes, la vie de ces 6 femmes, parce que oui, ce jeu est une métaphore de la vie. Il représente la vie en général. Et la vie, c'est comme un jeu de Ludo, On jette le dé et on espère que la chance nous sourira. Et on se rend compte que certaines personnes ont plus de chance que d'autres, quoi. Comme ce sera sûrement le cas avec les femmes de cette série, les 6 femmes de la série. Mais le truc avec le jeu de Ludo, c'est que ce n'est pas qu'une question de chance, il faut aussi être stratégique. Et Kala, l'une des femmes de la série, va sûrement user de la stratégie pour sauver son mariage, pour ramener un bébé dans son foyer. On a vu qu'elle a montré un test positif à son mari qui ne peut pas avoir d'enfant, donc d'où sort cette grossesse? Ça, c'est la scène que j'attends le plus, oh my god. Est-ce qu'ils ont finalement eu de la chance? Ou bien tout ça, ce n'est qu'une stratégie de Kala? Parce qu'on a découvert Mouna aussi. Et j'ai l'impression que les vies de Kala et Mouna seront liées. Déjà à cause du chiffre 4. Mouna est maman de 4 enfants. Et du côté de Kala, ça fait 4 ans qu'elle essaie d'avoir un enfant. Donc on verra bien. En tout cas, du côté de Mouna, on constate qu'elle vient d'un foyer modeste. Elle peine à nourrir ses enfants. Et comme on l'a découvert dans le 2e générique, elle va tomber enceinte de son 5e enfant. On imagine que ça va être hyper dur pour elle de joindre les 2 bouts. Déjà qu'en ce moment, c'est super difficile. Ils arrivent à peine à tous manger le matin. Et j'aime bien le fait qu'on nous l'ait montré au petit-déj parce que, en général, le petit déjeuner, c'est même pas le repas le plus copieux. Donc, s'ils arrivent même pas à se nourrir le matin, c'est que l'après-midi, le soir, ça doit être très difficile, quoi. Donc, la précarité a été bien représentée. Comment Mouna va faire si elle tombe enceinte d'un 5e enfant? Est-ce qu'elle va décider de l'échanger contre de l'argent, les gars?
Est-ce qu'elle va devenir la mère porteuse de Kala? En tout cas, n'avançons pas plus vite que la musique. Analysons déjà ce qu'on a eu dans ce premier épisode. On nous a donc présenté des univers différents, des femmes un peu plus aisées que d'autres et des femmes qui vivent la maternité de différentes façons. J'ai beaucoup aimé lorsque Mouna nous regardait droit dans les yeux comme ça, lorsqu'elle a brisé le 4e mur. Ça nous impliquait tout de suite dans cette histoire en fait. C'est limite, on avait envie de lui venir en aide, de lui tendre la main parce que son regard ressemblait presque à un appel au secours. Pour l'instant, on ne sait pas si elle est mère célibataire ou bien s'il y a un mari à côté parce que en général, pour tomber enceinte aussi souvent et avoir des enfants aussi rapprochés, à part la plus grande là, les autres ont quand même presque le même âge, donc je pense qu'elle est mariée. Mouna, c'est limite, on a envie de la juger et la considérer comme irresponsable, mais est-ce qu'elle n'est pas juste victime de la société quoi? En tout cas, elle fait de son mieux pour l'instant pour éduquer ses enfants, pour les élever. On a fait la rencontre de Sanjeri, les gars, l'homme principal. Un homme très successful professionnellement, tout a l'air de bien marcher pour lui. Il a vraiment une bonne image devant la société. Et pour rien au monde, il ne ruinera sa réputation. Parce que même si c'est un homme très moderne, un pape 2.0, comment on dit papa en Wolof? C'est pape, non? Il garde quand même des valeurs traditionnelles, ça se voit. Malgré le fait que la stabilité de son couple est menacée, Sanjeri, il veut pas passer pour le mec qui a un problème en fait. Ça fait 4 ans que sa femme veut avoir des enfants et il ne fait rien pour arranger les choses. Il s'est dégonflé au moment de faire son spermogramme et il trouve toujours des excuses pour se justifier apparemment. Lors de leur dispute là avec Kala, on comprend très bien que ce n'est pas sa première fois. C'est toujours le même problème qu'ils ont. Sanjeri qui veut pas aller faire son spermogramme et Kala commence à perdre patience. Du coup, en plus de la pression de sa femme, Sanjeri subit aussi la pression familiale, la pression de sa mère. Sa maman, comme presque toutes les mamans africaines, n'ont qu'un rêve, porter leurs petits-enfants. Sauf que comme elle sait pas que c'est son fils qui a un problème, elle est en train de mettre la pression pour que Sanjeri prenne une deuxième femme. Franchement, Sanjeri, c'est un mec qui a beaucoup d'ego quand même. Et à cause de ses raisons égoïstes, il ne soutient pas du tout sa femme. Alors que le problème, c'est lui, quoi. Mais du coup, la pression d'avoir des enfants est beaucoup plus ressentie par la femme parce que la société l'accuse. La belle famille l'accuse. Même son mari a envie de rejeter la faute sur elle. Même les médecins vont te dire que c'est ta faute. Donc, c'est vraiment original que pour une fois dans une série, on met l'accent sur les hommes et on nous montre bien que le problème peut aussi venir des hommes. On nous a aussi présenté Dibor, donc une jeune femme très moderne, dans l'air du temps, qui elle aussi a tellement envie d'avoir un enfant qu'elle jalouse ses collègues. Elle dit qu'elle n'arrête pas de tomber enceinte, mais c'est parce qu'elle aussi a envie de tomber enceinte, quoi. Cette scène nous a permis de savoir dans quel statut social elle se situait. On a découvert qu'elle a un bon boulot quand même, elle a l'air d'avoir un bon poste, mais elle n'est pas mariée, sauf que Dibor va devoir entamer une course contre la montre parce que d'après ce que la gynéco lui apprend, elle a très peu de chances de tomber enceinte. C'est maintenant ou jamais. Et ça, c'est une nouvelle fracassante pour Dibor et je pense pour toutes les femmes qui se retrouvent dans une situation pareille. C'est dévastateur d'apprendre ce genre de truc, surtout quand c'est ton désir le plus cher de devenir maman, quoi. C'est clair que pendant cette scène, cette gynéco a manqué de tact. Et je suis contente que cette série aborde ce thème des médecins, des gynécos qui manquent de tact, qui manquent d'empathie, là, qui ont limite juste envie de finir leur journée, rentrer chez eux. Ils s'en fichent de ce que tu peux ressentir. C'était même pareil avec Sanjeri, même si cette dame avait l'air un peu plus compréhensive, elle l'a quand même réduit à un numéro. Il était le numéro 13 si je me trompe pas. Bonjour, le numéro 13 s'il vous plaît. Ça lui aurait coûté quoi de l'appeler par son prénom, quoi? Monsieur Sanjeri, tant. D'ailleurs, on n'a pas les noms de famille, même dans le générique de fin, j'ai pas vu les noms de famille, donc n'hésitez pas, si vous connaissez le nom de famille de Sanjeri, dites-le moi dans les commentaires. Calistasi fera d'ailleurs partie du corps médical, donc elle va passer devant la caméra, ça fait plaisir. J'ai toujours voulu la voir en tant qu'actrice, donc je trouve ça cool qu'elle ait un rôle dans la série. Dans cet épisode, on a aussi découvert le personnage de Rela qui est enceinte. Elle est même sur le point d'accoucher, Elle a un mari qui est super attentionné, une maman qui est super présente aussi. Ils ont déjà eu un enfant, donc le mari il a l'air de s'y connaître, il est aux petits soins avec sa femme et tout, mais les choses vont changer lorsque ce bébé va naître. D'après ce qu'on comprend dans la bande-annonce, le bébé aura une pathologie, du coup il sera discriminé, quoi, par son père, par la belle famille aussi, je crois. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et un grand bravo à Calista et à Calista Productions pour cette nouvelle série. Merci de nous
vous embarquer dans cette nouvelle aventure. On a vraiment hâte de découvrir toutes les petites histoires, tous les thèmes intéressants, en parler, en discuter, se retrouver dans les personnages. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà un personnage préféré ou pas. C'est un peu trop tôt, mais bon, on sait jamais. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'ai hâte, hâte de découvrir tous ces nouveaux personnages. Je les connais pas tous, donc c'est vraiment de la nouveauté là pour moi. N'hésite pas, toi, à me dire ce que tu as pensé de ce premier épisode et on se retrouve très bientôt pour l'analyse de l'épisode 2. Stay safe and stay blessed. Bye!